Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, on vous souhaite la bienvenue dans cette belle maison Sud Radio. Ça va, Philippe David? Bonsoir Cécile de Ménibus, ça va extrêmement bien. Eh bien écoutez, très bien. Oui, parce qu'on a des trucs à dire quand même. On a des trucs à dire, oui. Record d'audience numérique en février pour Sud Radio, plus 101%, 3,4 millions d'auditeurs en numérique en février de cette année. Alors il y avait un jour de plus, mais ça explique pas, comme c'était une année bissextile, le plus 101%. Alors on est vraiment très heureux. Et 400 000 nous écoutent dans le monde, c'est important, de le dire. Et tout ça pour écouter Philippe Bilger, c'est ça. C'est dingue. Écouté dans le monde. Dans le monde, c'est worldwide. Excusez-moi, j'ai des auditeurs à Oulan-Bator personnellement. Très belle ville que je vous avez les noms ou le nom? J'ai deux noms absolument imprononçables, mais je salue mes amis mongols. Voilà, très beau pays la Mongolie. C'était pas Gengis et Khan, vos amis? C'est ça, deux frères, Gengis et Khan. Et ils ont deux cousins, Kublai et Khan. Ah, et je crois qu'il y a Estros aussi. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion pour nous de féliciter les équipes de Sud Radio, bien entendu, à l'antenne et hors antenne aussi, parce qu'il y a un travail énorme en antenne et on peut vous assurer qu'on a une équipe assez dingue et on les embrasse très très fort et surtout la nôtre qu'on adore. Et ce numéro de téléphone 0826 300 300 que vous voulez utiliser avec Aude qui vous attend bien entendu. Allez, le sommaire de cette émission, on y va. 17h30, c'est le grand débat du jour. Mobilisation test des fonctionnaires à 4 mois des JO. 8 syndicats ont été appelés, en tout cas ils ont appelé 5 700 000 agents publics à se mobiliser pour exiger des revalorisations de salaire et des améliorations de carrière. Le gouvernement rappelle que près de 14 milliards d'euros ont été dépensés pour les fonctionnaires depuis 2022 et je crois que c'est non. Oui, alors parlons vrai. 14 milliards dépensés depuis 2022, le gouvernement a-t-il raison de dire non? Ou est-ce que vous comprenez, vous, le mouvement social de la fonction publique? Est-ce que la question de la rémunération ne se pose pas, vu le peu d'attractivité des métiers de la fonction publique? Les fonctionnaires sont-ils sous-payés? Vous dites oui à 56%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 ou au tout sourire attend vos appels. Et Nicolas Lecossin sera avec nous, directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale. Et puis, à 18h30, le coup de projecteur des Vraies Voix, un jugement historique qui doit marquer un tournant dans la lutte contre le cyberharcèlement. Réaction de l'avocat de Magali Berda. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'ensemble des prévenus pour leur attaque en meute contre l'ancienne conseillère des influenceurs suite aux allégations du rappeur Booba. 28 prévenus, 28 peines de prison, donc 14 fermes. Alors parlons vrai, dans ces affaires de cyberharcèlement, faut-il aussi sanctionner les plateformes? Faut-il supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux? Est-ce que les peines sont dissuasives? Cyberharcèlement, faut-il un durcissement de la législation? Vous dites oui à 59%. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Et pour en parler, Laetitia Avia sera avec nous, ancienne députée, rapporteure de la loi Avia contre les contenus haineux sur Internet, adoptée en 2020. On vous souhaite la bienvenue, les Vraies Voix, jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et pour traiter cette actualité chaude, Philippe Bilger est avec nous. Il est chaud. C'est intéressant. C'est une petite chocolatine, oui, Philippe Bilger. C'est hot dog. Voilà. Absolument. Bah quoi? On aura tout entendu. Mais pourquoi hot dog? Mais c'est très bon, hot dog, et puis c'est chaud, hot dog. Voilà. Oui, on a perdu Philippe David. On a perdu Philippe. Hot dog, chien chaud. Vous êtes un peu bizarre. Moi j'étais dans le goûter, là, un truc un peu joli. Est-ce que vous avez remarqué à quel point il fait Jones? Je pense que c'est le printemps. Vous avez remarqué, vous avez maté les bracelets de Philippe David. Moi je pense qu'il est très heureux. En ce moment, je sens qu'il est assez amoureux, je pense, au point de mettre des bracelets. Je suis contente. Merci Françoise. Parce que je lui ai dit, franchement, t'es sûre avec tes bracelets ou pas? Oui. T'es sûre? Il me semble que bientôt il va chanter Annie Kouni. Ah, il a changé Philippe David, c'est plus ce que c'était. Françoise Debois est avec nous. Ça va Françoise? Ça va très bien. Je voulais juste dire à Philippe David, qui est d'humeur printanière, tous les chakras sont ouverts, on se demande bien pourquoi. On se demande pourquoi. Eh bien, je voulais juste lui dire que Alexandre Delevoye m'a calmé tout de suite en m'expliquant que Saturne arrive. Voilà, je vous dis tout de suite, Saturne arrive, donc ça veut dire que la deuxième partie de l'année sera Et catastrophique. sachant que Jupiter est là depuis 2017.
Voilà. Allez, Écoutez, je Jupiter comprends ou pas Janus un mot de ce que vous dites, mais ça a l'air génial. Saturne arrive. Oui, la tant mieux. planète. Mais la planète Saturne. Et alors c'est toujours annonciateur de... Et Saturne ou pas Allez. Dans votre tête. Elle est bien, elle est bien. Sophie Gauguin est avec nous, première vice-présidente de la région Normandie en charge du développement économique. Ça va, Sophie? Oui, Mais ravie vous de vous étiez où retrouver tout ce temps-là? en Normandie, Il y a un bon auprès des entreprises qui cartonnent et se développent. Ah, et c'est heureusement bien. que je vous retrouve avec beaucoup de sagesse, je pense, dans cette émission, n'est-ce Oui. pas? Et d'ailleurs, nous avons une chanson. Les vaches blanches Sur lesquelles tombe la pluie. Je vous l'ai déjà dit, les blanches et noires ne sont pas des Normandes. C'est des Primogenstein. Ah, voilà, donc On n'arrête pas de vous le dire. Mais bon, ça On y est. adore cette chanson, on a le droit. Bah, bien sûr, vous avez le droit, mais chantez-la dans votre tête. Ce sera bien. Allez, 0826 300 300. Cyril des Yvelines qui est avec nous. Bonsoir, Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir à vous, comment allez-vous? Bah, très bien. Attention, Saturne arrive. Ah, Attention, Saturne arrive, faites gaffe. c'est- Ah, vous êtes au courant? Et Orion disparaît, du coup. Ah, bah, alors C'est là- vrai, vous êtes au courant? Ah ben, il y a des gens qui fond, nous font dit ça. Ah, bah, Très ouais, fort. ouais. Il y a un truc bizarre dans cette regarder émission. le portable, on regarde des fois le ciel. Ah, c'est ça. Ah oui. Cyril, de quoi parle-t-on dans un instant? je sens qu'on va bien Eh bien, s'entendre. écoutez, moi, le sujet qui m'intéresse et que j'aimerais bien en parler, c'est la face médecine. Venez comme vous êtes. Eh bien, on en parle dans très un bien. instant. Petit Très bien. teasing intéressant. En attendant, ce répondeur au 0826 300 300. Oui, bonjour Edith Dulot. Je vous appelle juste par rapport au débat des vraies voix. En fait, ce que je voulais dire, c'est que il y a un gros oubli dans tout ça. En fait, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un peuple en France et que c'est le peuple qui gouverne et qui est souverain. Et que ce circus politicus s'affranchit totalement du peuple. C'est-à-dire qu'on ne consulte jamais le peuple. Quand on le consulte, on ne respecte pas ce que le peuple décide. Et donc ça va pas. On s'en fiche un peu des politiques, de qui va faire quoi et qui va se présenter. Puisque de toute façon, ces gens ne gouvernent que entre eux et pas avec le peuple. Et c'est ça qui va pas. Merci beaucoup, Edith du Lot. On n'entendait pas très bien, mais en tout cas, elle nous dit c'est au mais- peuple de gouverner. Est-ce au peuple de gouverner? Quand je suis sur une mauvaise pente, je suis assez d'accord avec elle. J'aime énormément quand un citoyen parle du mot peuple et que il ne l'oppose pas forcément à l'univers politique qui est tout à fait estimable, à part quelques exceptions. Mais je trouve en effet que à tort ou à raison du peuple tel qu'on l'envisage, et si on parvient à en donner une définition claire, eh bien on peut attendre des messages plus cohérents que du macronisme. Oui, bien sûr, François la Seguin. démocratie, c'est de toute façon le gouvernement par le peuple. Moi, je suis d'accord avec elle. Et c'est intéressant quand on entend ce qu'elle dit, à quel point, qu'est-ce qui est revenu encore 2005 il est encore revenu. Le référendum. Le référendum avec ce triomphe du non et le fait que ce traité repasse par la fenêtre à Lisbonne et re-rentre. Et ça, on n'a pas mesuré la fracture que ça a été dans une société aussi mature, aussi vieille, dans une aussi vieille démocratie que la France. Ça a été vraiment un point de rupture. Incroyable. 2005, on est en 2024. Sophie Gauguin. Oui, et puis il y a encore des exemples récents. Je pense que tout est toujours une question de mesure, mais c'est vrai que là, dans l'exercice du pouvoir, il y a un éloignement certain. Après, les institutions sont là pour garantir l'expression. Encore faut-il les écouter et faire avancer les réformes. Le grand débat, ça a été aussi une erreur manifeste dans la manière d'approcher les préoccupations des Françaises et des Français. Ou d'exploiter en tout cas les réponses. Exactement. Cyril des Yvelines, sur cette faste médecine, qu'entendez-vous par la faste médecine ? Eh bien, comme j'annonçais, venez comme vous êtes, c'est-à-dire que malheureusement, comme vous le savez si bien, et c'est pourquoi effectivement énormément de soignants se mettent en grève, et notamment comme aujourd'hui pour faire valoir un petit peu leurs droits, nous sommes sous-entendus, comme d'habitude, par la classe politique, qui strictement fait les beaux en allant directement dans se présenter ou faire le dos rond aux soignants, sauf qu'on n'en voit jamais la couleur. Et aujourd'hui, le souci, c'est que effectivement, nous n'arrivons plus à soigner, comme vous avez pu entendre maintes et maintes fois sur votre chaîne. Nous sommes saturés, nous n'en pouvons plus. Aujourd'hui, tous mes collègues arrivent à une saturation telle que les urgences ou tout service ou tout personnel soignant n'en peuvent quasiment plus. Nous sommes quasiment à terre et nos politiques ne veulent strictement rien entendre. Effectivement, quand j'ai commencé
ma carrière, j'ai commencé au SMIC et on est quasiment toujours au SMIC. Rien n'avance et malheureusement les patients subissent tout ça. Et la fast médecine, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que malheureusement, dû au manque de moyens, dû au manque de médecins un peu partout en France actuellement, les déserts médicaux, on n'en fait qu'en parler, les gens viennent désespérément aux urgences et viennent saturer les services où les personnes qui sont réellement en urgence ont réellement besoin de soins. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous sommes citoyens avant tout d'une nation qui est la France. Et cette citoyenneté, il y a des droits et il y a des obligations. Et il faut comprendre aussi que quand on vient aux urgences, quand on vient se faire soigner, il y a des gens qui ont besoin justement de soins de premier abord. Merci. Merci Cyril, parce que malheureusement on a plus le temps. On ne peut que souscrire à ce que vous dites. Absolument. Forcément, tout le monde vous a écouté religieusement. Bien sûr. Alors c'est vrai, la description de la crise est terrible. Je ne crois pas que le monde politique soit indifférent tout de même, même si évidemment ça ne change pas beaucoup. On en parlera de toute façon. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, bien entendu, Cyril des Yvelines. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Et puis on retrouve le réquisitoire du procureur. Sur quel sujet, monsieur le procureur? Alors je trouve qu'il y a une vulgarité médiatique qui traite certains sujets qui sont odieux sur le plan du complotisme. Je pense à la sœur de Dupont de Ligonnès. Oui, on en parle dans un instant. Ne bougez pas. 0826 300 300, vous voulez faire comme Cyril? Eh bien, vous êtes les bienvenus. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on a une nouvelle à vous annoncer. Philippe David? Non, on n'a rien à dire. Ça va, je déconne. Non, mais je déconne, je voulais parler des audiences. Ah bah bien sûr. Oui. 3,4 millions en février, c'est quand même extraordinaire. C'est plus fantastique. 101%. C'est dingue, c'est extraordinaire. Le directeur des programmes, Frédéric Jouve, était très heureux d'ailleurs. Oui. On le salue quand même. Il est pas pour rien dans cette histoire, le Frédéric Jouve. Oui, Pas il plus est que le Patrick Roger. Ouais, c'est ça. Le duo là. Et il manage en douceur, parce que c'est vrai que vu la ménagerie de cette radio, il devrait être un petit peu plus dur avec certains. Il nous offre le grand avantage de pouvoir admirer ceux qui nous dirigent, ce qui est extrêmement rare à notre époque. Et de les apprécier surtout. Oui. Mais non, mais parce qu'ils ont du tact. Ça y est, vous avez fini, vous êtes là, c'est bon. Oui. On a le droit de dire ce qu'on veut. Non, mais vous êtes confirmé jusqu'au juin. Mais Vous on ne inquiétez pas, tout va demande bien. aucune augmentation. Moi, je vous signale que j'en ai jamais demandé. C'est pas le cas de tout le monde. Allez, ici. les amis, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu qui vient d'entrer dans le bureau. Bonsoir. Dans le bureau. Le studio. Bonsoir. Ça va, Félix? Très bien. De quoi parle-t-on dans un instant? On va parler de la visite surprise d'Emmanuel Macron à Marseille pour le lancement d'une opération Place Nette antidrogue 2024 qui est bien partie pour battre encore des records de chaleur selon un rapport onusien qui parle d'une planète au bord du gouffre. Et puis la grève des fonctionnaires peu suivie, 6,4% chez les agents de l'État, 2 à 3% dans les collectivités et les hôpitaux. En 3 mots, ça donne surprise, gouffre et fonctionnaires. On en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est contre le livre de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Oui, j'ai été... En fait, ce sujet m'est venu ce matin en écoutant Guy Carlier avec Patrick Roger. Et c'est le premier à avoir dénoncé médiatiquement le vrai scandale de cette invitation de la sœur de Dupont de Ligonnès. Dans quelle époque, animée par Léa Salamé. Cette femme vient tout de même dire que les enfants qu'on a retrouvés n'étaient pas ceux de la famille Dupont de Ligonnès, qu'il y a une autre famille qui a été tuée à sa place. Et je trouve que là, on n'est plus dans ce que j'appellerais, vous aimez bien le terme, Philippe, c'est très vrai, une forme de décence. Les médias n'ont pas capacité à ne dire que le vrai, mais tout de même aller jusqu'à soutenir que les enfants de Dupont de Ligonnès sont vivants et qu'une émission animée par Léa Salamé, qui est parfois discutable, vient donner de la lumière à de telles absurdités que Paris Match continue à le faire, puisque cet hebdomadaire a également invité la sœur et BFM. Hier soir, voilà, donc j'arrête là. Vulgarité médiatique, promotion complotiste. On a 20 secondes. 20 secondes, vous mettez ça, moi je mets ça en parallèle avec l'incroyable affaire Jean-Michel Trogneux. Je pense que là, on atteint des niveaux délirants, c'est-à-dire que le
fait que Brigitte Macron serait en réalité transgenre. On est à tel point que Tucker Carlson, l'ex-star de Fox News, s'en saisit. C'est des millions de vues. Françoise, on a plus le temps. Ça me rend dingue. Non, mais je suis d'accord avec Philippe. Ça suffit. Voilà, ça suffit. Sauver des eaux. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont surprises, gouffres et fonctionnaires. Emmanuel Macron en visite surprise à Marseille pour le lancement d'une opération Place Nette XXL contre le trafic de drogue. Il annonce près de 900 renforts de forces de l'ordre et plus de 82 arrestations depuis hier. La planète au bord du gouffre, selon un nouveau rapport de l'ONU sur le réchauffement climatique. 2024 est bien parti pour battre les records de 2023 jusqu'à 62 degrés ressentis ces derniers jours au Mexique. Et puis la grève des fonctionnaires ne fait pas le plein aujourd'hui. 6,4% chez les agents de l'État, 2,8% dans les collectivités, un peu plus de 2% chez les hospitaliers. Mobilisation pour les salaires. Les vraies voix Sud Radio. Est-ce la réponse du chef de l'État au cri d'alarme des magistrats marseillais qui réclamaient un plan Marshall contre le trafic de drogue il y a 2 semaines? En tout cas, Emmanuel Macron s'est rendu par surprise à Marseille en milieu de journée pour une visite surprise dans le quartier de la Castellane. Aux côtés de ses ministres de l'Intérieur et de la Justice, le président a annoncé le lancement d'une opération Place Nette XXL. Vous avez près de 900 forces de police, de gendarmerie et de douaniers déployées depuis hier sur Marseille et qui pendant des semaines vont justement pilonner le territoire pour lutter contre ces dealers, ces trafiquants, ces réseaux de criminalité, ces tueurs, ces trafiquants de voitures, tous ces trafics qui sont liés et qui sont au cœur des affaires identifiées. Donc pendant plusieurs semaines, nous irons ainsi au travail et au contact. Depuis hier, il y a déjà plus de 82 interpellations, une 60aine de gardes à vue, des criminels très dangereux et des gens qui nourrissaient la délinquance marseillaise. Annonce après plusieurs coups de filet ces dernières semaines contre les gangs DZ Mafia et Yoda. Pour autant, au micro Sud Radio de Lionel Maillet, beaucoup d'habitants de la Castellane ne croient plus au miracle. Franchement, depuis le temps, est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui a changé? Non, donc je sais pas, pour moi c'est encore des promesses en l'air. Il faut aller à la source, il faut les aider ces jeunes, réellement. Il faut pas leur faire la guerre, non. Il faut pas se prendre de cette façon. C'est bien parce qu'ils sont venus pour mettre les choses à leur place. Inch'Allah. Ils peuvent faire quelque chose s'ils veulent. Il faut qu'ils changent le quartier, mais ouais, pour le changer, il faut être tous les jours là. Ils partent, ça revient au même. Voilà. Ces jeunes, ils ont besoin d'aide. Pourquoi ces jeunes, ils ont dévié, à votre avis? Ils le font par plaisir, je crois pas. Bienvenue Macron. Faut tout casser et nous reloger ailleurs. Vous avez pas vu comment c'est foutu? C'est les jeunes ici qui déclarent l'or. Faut tout casser. Tout casser et mettre des petits bâtiments de 2 étages, pas plus. En tout cas, le chef de l'État annonce une dizaine d'autres opérations Place Nette contre le trafic de drogue dans d'autres villes. Nous serons à Marseille après le journal de 18h en ligne avec un militant associatif des quartiers nord. Philippe Liger. Moi, je ne peux qu'approuver ce type d'opération. J'ai entendu des extraits du discours du Premier ministre tout à l'heure. Il a l'air de considérer qu'on va continuer à occuper le terrain à la Castellane. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. On fait une opération très forte et on part après. Donc j'espère qu'ils ont compris un petit peu. Sophie Gauguin. C'est certain que ce déplacement marque certainement la prise en considération de l'ampleur du fléau. Après, effectivement, il faut que ce soit sur la durée. Le plan Marshall, il faut qu'il soit aussi dans les moyens donnés à la justice sur la durée, parce que on est loin de pouvoir résoudre en un déplacement ce fléau. Et surtout, il n'y a pas que Marseille. Marseille, c'est filmographique, c'est iconique sur ces questions de drogue, malheureusement. Mais toutes les villes moyennes sont aussi considérées. Et donc, le déploiement, il doit être au niveau national, y compris dans les campagnes. Je vous l'avais déjà dit au mois de décembre. Françoise Legault. Oui, enfin, il a annoncé qu'on ferait ça dans 10 villes. En France. Oui. Bon, après, Marseille, c'est le symbole d'Emmanuel Macron. Et puis, nous ne nous cacherons pas, il est en campagne. C'est-à-dire que c'est très bien de parler de l'Ukraine, mais à un moment donné, hop, il redescend dans l'arène. Voilà, il a fait ça, on verra bien. En tout cas, c'est marrant de voir la tête de Darmanin parce qu'il a coupé l'herbe sous le pied de tout le monde et il est arrivé ce matin comme une fleur. Ni Dupond-Moretti, ni Darmanin n'étaient prévenus hier soir. Voilà, c'est du Macron en campagne. Il n'a pas été mauvais, j'ai trouvé, dans ce déplacement. Il était, pas mauvais. Allez, on passe au deuxième mot. Gouffre avec ce nouveau rapport de l'ONU sur le réchauffement climatique. 2023 conclut la décennie la plus chaude jamais enregistrée, poussant la planète au bord du gouffre, alerte l'ONU. Or, un nouveau rapport évoque une probabilité élevée que 2024 batte de nouveaux records. Conclusion présentée par Omar Badour de l'Organisation météorologique mondiale. I still have more high probability for 2024 to break the record. Je dirais qu'il y a une probabilité élevée que 2024 batte le record. Nous avons également déjà enregistré le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré.
Les records continuent donc d'être battus. Nous avons donc déjà des signes d'une année très chaude en 2024. Un rapport onusien qui fait écho à ces températures caniculaires au Mexique, 40 à 45 degrés, même en ressenti, plus de 62 degrés ressentis à Rio, soit des températures évidemment suffocantes. Troisième mot, fonctionnaire avec une faible mobilisation dans les rues aujourd'hui. Appel à la grève pour réclamer des hausses de salaire. Le ministère de la fonction publique dénombre 6,4% de grévistes dans la fonction publique d'État, 2,8% dans la territoriale, les collectivités, 2,2% pour ce qui est de l'hôpital. Le salaire des agents publics a décroché, affirme Céline Verzelletti, co-secrétaire générale de l'Union fédérale CGT des syndicats de l'État. Quelqu'un qui est en catégorie C aujourd'hui dans la fonction publique, pourrait se retrouver facilement en dessous du SMIC, notamment lorsque le SMIC, il est revalorisé par rapport justement à l'inflation, puisque nous, on a des rémunérations qui ne sont pas indexées par rapport au coût de la vie, ce que nous revendiquons d'ailleurs aussi. Donc, les dernières années où il y a eu des revalorisations du SMIC, parce que justement il y avait de fortes inflations, les bas salaires dans la fonction publique ne suivaient pas. Il y a vraiment un décrochage. Céline Verzelletti de la CGT Fonction publique au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, dans un instant, le grand débat du jour avec cette grève nationale de la fonction publique ce mardi 19 mars. 8 syndicats ont lancé un appel à la mobilisation pour une meilleure revalorisation des salaires. Oui, alors parlons vrai. 14 milliards ont été dépensés depuis 2022. Le gouvernement a-t-il raison de dire non? Est-ce que vous comprenez le mouvement social dans la fonction publique? Est-ce que la question de la rémunération ne se pose pas vu la difficulté à recruter? Et à cette question, les fonctionnaires sont-ils sous-payés? Vous dites oui à 54%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On en parlera avec Nicolas Lecossin, qui est directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale. Il est déjà avec nous. Bonsoir Nicolas Lecossin, merci d'être avec nous. Bonsoir. Petite question, comme à chaque fois, faut-il remettre en compte le statut des fonctionnaires? Oui, il faut le remettre en cause, oui, tout à fait, parce qu'il faut qu'ils soient mieux payés, mieux considérés pour que l'administration soit efficace. On en parle dans un instant. Bienvenue, 0826 300 300, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Il y avait des choses à dire, mais on ne va pas les dire à l'antenne, bien entendu, puisque beaucoup de débats hors antenne sur des sujets importants de la vie. C'est vrai, Philippe Bilger. Je m'intéresse beaucoup à la graphie. Je vous assure, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai bien fait de revenir. On en a perdu deux, là, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils auraient bien, les garçons? Oui, comme par hasard. Comme par hasard. Les garçons. La toujours les mêmes. Blague grivoise. Bilger, on a l'impression qu'il a 14 ans dans une cour de récré, c'est bizarre. C'est fou, c'est fou. Mais j'ai tout... Pardon de le redire, les vraies voix ne m'ont pas métamorphosé. J'ai toujours été comme ça. Simplement, il m'arrive parfois d'être sérieux, mais les vraies voix, mon Dieu, c'est une occasion fabuleuse d'exprimer ce qu'on a dans son teint. C'est vrai. Les plaisanteries adorables de Philippe. Françoise, les enthousiasmes, les indignations. Bien sûr. Je vous écoute avec intérêt, parce que là, vous ne me convainquez pas. Je vous ça sent la séance de psy. Vous avez pris des poppers ou... Non. J'en ai pas besoin. Allez les amis, tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ce que fait Emmanuel Macron depuis maintenant 2 mandats, c'est de casser systématiquement ce tissu social. Effondrement du service public de santé, effondrement du service public de l'éducation. On a de plus en plus le poids de l'inflation sur les bénéfices de la profession. Nous avons augmenté le nombre de points d'indice dont pouvaient bénéficier ces fonctionnaires. Il y a un problème donc de non-évolution de la rémunération. Nous avons mis en place la prime Macron. Le gouvernement refuse d'investir dans la fonction publique parce qu'à chaque fois pour le gouvernement ça coûte toujours trop cher. Et donc des fonctionnaires dans la rue partout en France, 5 700 000 agents publics étaient appelés à se mobiliser pour exiger des hausses de salaire et des négociations. Mobilisation test à 4 mois des JO et alors que le gouvernement refuse les hausses vu le contexte budgétaire du pays. Alors parlons vrai, 14 milliards ont été dépensés depuis 2022. Est-ce que le gouvernement a raison de dire non? Est-ce que vous comprenez le mouvement social des fonctionnaires? Est-ce que la question de la rémunération ne se pose pas puisqu'on ne trouve plus de profs, de policiers? Vous pensez que les fonctionnaires sont sous-payés? Vous dites oui à 54%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et vous pouvez nous appeler en direct depuis les cortèges d'ailleurs. Ah oui, vous avez raison. Et pour en parler, Nicolas Lecossin sera avec nous. Il est déjà avec nous, directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale. On vous souhaite la bienvenue, Nicolas Lecossin, Philippe Bilger. Ce sujet, effectivement, des agents publics aujourd'hui. Eh bien, d'abord, je constate
que la faible mobilisation de cette manifestation pourrait laisser croire que les protestataires eux-mêmes sont conscients du fait que la revalorisation qu'ils demandent n'est pas fondamentale, qu'ils ont déjà obtenu des avantages. Ensuite, et ça c'est strictement personnel de ma part, j'ai le plus grand respect pour la fonction publique, mais j'ai pu constater quand j'étais dans l'univers judiciaire que le salaire et les revenus doivent être évalués au regard de la quantité de travail qu'on effectue. Et je n'ai pas toujours eu le sentiment dans mon univers qu'il y avait une surcharge absolue de ceux qui étaient fonctionnaires. Cela étant dit, on ne m'entendra jamais cracher sur la fonction publique. Oui, ça dépend. Ça dépend ce qu'on entend dans fonction publique. Hein. Il y a la fonction publique d'État, territoriale, de la santé publique, et donc je crois que chaque statut est différent. C'est aussi un des problèmes quand on aborde ce sujet en France. Moi, je suis maire, donc la fonction publique territoriale, il y a eu des revalorisations. Le changement de régime a permis de faire des augmentations substantielles en fonction des missions. Et je crois qu'il faut effectivement se concentrer sur qu'est-ce qu'on attend de la mission de service public et lesquelles sont prioritaires aujourd'hui. Il y a des urgences sur la santé, sur le régalien, la justice, la police, tous les métiers de la protection civile et puis l'éducation évidemment. Mais encore une fois, les régimes, non, mais les régimes sont différents. Il y a eu des efforts de fait et les collectivités territoriales ont largement répondu à l'appel des revalorisations et ce qu'on appelle le RIFSET. Enfin, les fonctionnaires qui nous écoutent comprendront. On a beaucoup progressé. Puis il y a l'intérêt qu'on donne au métier et le respect aussi, parce qu'on voit bien qu'il y a une partie des fonctionnaires dans notre pays qui sont découragés parce qu'ils ne sont pas respectés par les citoyens dans leur mission, notamment sur les questions de protection, que ce soit les pompiers. Quand vous voyez les salaires moyens des pompiers ou des gendarmes ou des policiers, quand même, on peut s'interroger de la même façon que quand on s'occupe des personnes âgées et qu'on est peu rémunéré dans certains hôpitaux, c'est quand même dramatique. Et donc, il y a plein de statuts différents dans la fonction publique. Donc, je mets de la mesure dans les revendications parce qu'en fonction des statuts, des choses ont été faites pour d'autres pas. Oui, mais j'ai pas beaucoup parlé. Sur les missions, je pense aussi que, comment dirais-je, l'intérêt de la mission publique doit être revu sur des formations et des accompagnements pour motiver aussi. Françoise Degois. Bon, moi j'entends tout ce discours, c'est vrai, c'est faux, la réalité, si vous voulez, mais la réalité c'est que les fonctionnaires sont mal payés. L'idée un peu pernicieuse de Philippe, en gros, il y a des fonctionnaires qui sont payés à rien foutre parce que c'est ça le lieu commun qui circule. C'est assez faux. Oui, mais c'est assez faux quand vous êtes à l'échelon C, quand vous êtes catégorie C ou catégorie B, la réalité c'est que vos salaires ne sont pas bons. Sophie parlait des pompiers, je rajouterai la pénitentiaire, je rajouterai la mobilité. Vous savez, moi tous les jours je discute avec les gens de la RATP, je discute avec les gens de la SNCF. Honnêtement, c'est même plus une question de salaire pour eux. Ils se demandent, il y en a un l'autre jour au métro, il me disait regardez la liste des dysfonctionnements, cette liste ça fait 1 mois que je l'envoie et 1 mois qu'elle me revient sans aucune réponse. Donc il y a les salaires, il y a le coût de la vie, il y a la nécessité d'avoir des services publics forts, c'est la force de la France. Voilà. D'abord, on fait parler notre interlocuteur, Nicolas Lecossin, avec nous, directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale. Si vous deviez faire une petite synthèse de ce qui a été dit. Alors, le problème en France, c'est que c'est la masse des fonctionnaires. Si on compare avec l'Allemagne, la France a 22% de la population active sont des fonctionnaires. En Allemagne, c'est 11%. C'est 2 fois moins. C'est une différence absolument énorme. On a calculé que au prorata de la population, la France a 3,4 millions de fonctionnaires de plus que l'Allemagne. C'est absolument impressionnant, énorme. Et on ne peut pas dire qu'en Allemagne les choses se passent mal. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment que l'État s'occupe de ses missions régaliennes. Il y a quelqu'un sur le plateau là qui l'a dit tout à l'heure, police, justice, sécurité, effectivement, et supprimer les statuts de la fonction publique pour le reste, et justement inciter des gens
à être embauchés avec un statut de droit privé, instaurer la concurrence pour qu'ils soient justement mieux payés et que ça les incite à travailler, à être impliqués. Juste un mot, il y a 4 jours, il y a eu un sondage IFOP qui montrait que 67% des Français considéraient que les fonctionnaires étaient incompétents en France. C'est absolument énorme. énorme. On va faire réagir à ce que vous dites, Nicolas Lecossin, bien sûr. Avec vous, Sophie, d'abord. Oui, effectivement, il y a une distorsion dans les statuts de fonctionnaires. Je vous rejoins, monsieur, quand vous dites que les métiers où on est exposé à un risque méritent d'être mieux rémunérés. Il y a des grandes distorsions en Europe, des pompiers, des gendarmes, des policiers qui sont à 1800 € net, compte tenu de l'exposition de leur vie. Ça pose question quand on sait que dans d'autres pays, ils sont rémunérés de plus de 20%. Donc, je pense qu'il y a un vrai effort pour se reconcentrer sur ces revendications pour ces personnes et puis redonner du sens dans l'action publique, encore une fois, les réformes successives découragent les fonctionnaires. Moi, je comprends l'éducation nationale. Il n'y a pas de stabilité dans les politiques gouvernementales avec Emmanuel Macron. C'est autant de découragement. Et les élus locaux qui appliquent les régimes augmentés le font bien volontiers, mais il faut redonner du sens et de la stabilité aussi. J'ai été surpris d'entendre Monsieur Lecossin. Oui, Nicolas Lecossin. Dans son intervention initiale, je l'ai trouvé un peu différente de ce qu'il a dit par la suite. Si je comprends bien, et c'est une question, vous souhaitez qu'on réduise le nombre de fonctionnaires, qu'on les place sous statut privé, et d'autre part, vous les estimez globalement incompétents. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que cette vision pessimiste est la vôtre ? Ce n'est pas moi, c'est un sondage IFOP selon lequel 67% des Français considèrent que les fonctionnaires sont incompétents. Donc c'est pour différentes raisons. Quand vous vous déplacez dans une administration, des fois vous êtes bien servi ou bien aidé, ou des fois pas du tout. Hein. Donc c'est le ressenti des Français. En fait, on a augmenté le nombre de fonctionnaires, moins les services sont bon. Même Bruno Le Maire l'a dit dans son livre et dans son interview. Sérieusement, est-ce que vous pensez il y a 2 jours. Attendez, je termine ma phrase. Et même Bruno Le Maire reconnaît qu'on n'en a pas pour notre argent. Avec les services publics. Mais écoutez, on dépense énormément. On est champion du monde. Écoutez, d'abord, on est champion du monde peut-être de dépenses publiques. La réalité aussi, c'est que c'est une des forces de la France à l'époque. En tout cas, c'était une des forces de la France d'avoir un service public de qualité, et que ça va du haut fonctionnaire aux fonctionnaires plus modestes. Ce genre de discours, c'est, excusez-moi de vous le dire, vous êtes en train de nous expliquer, Philippe Bigère a tout à fait raison, vous pouvez vous cacher derrière les sondages, c'est exactement ce que vous pensez. Faut mais non, mais il faut tout privatiser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non, mais sérieusement. Les Allemands l'ont fait, est-ce que ça marche bien en Allemagne? Les Suédois, oui, ça marche. Non, pas du tout, mais c'est pas vrai. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Le taux de pauvreté en Allemagne est en train d'augmenter. Et par ailleurs, les fonctionnaires sont mieux payés en Allemagne. Françoise, on n'entend pas. Ils sont mieux payés en Allemagne, ils sont mieux payés en Suède, ils sont mieux payés aux Pays-Bas. C'est ce qu'on dit, d'accord. 0826 300 300, ça fait beaucoup réagir. Ils sont plus calmes. C'est dingue. Allez, on retrouve Cyril. Oui. Moi, Cyril. Oui, alors moi je vais être du même avis que Françoise. Je trouve ça tellement étonnant de dire qu'un sondage IFOP arrive à faire dire aux Français que 67% des Français trouvent que il y a trop de fonctionnaires ou que on est totalement inefficace. Ils sont incompétents. Incompétents, mais oui, je trouve ça complètement honteux parce que dans ces cas-là, j'aimerais bien revoir comment a été fait ce sondage IFOP et quelles ont été réellement les questions qui ont été posées aux Français, parce que personnellement, moi, j'ai pas réellement l'impression d'être incompétent ou inefficace dans le métier que j'exerce. Juste mal payé. Juste mal payé et submergé. Laissez-le François. Juste mal payé et submergé, oui. Allez. Le Lot-et-Garonne avec Joël. Et bougez pas, Cyril. Hein. Bonsoir, Joël. Bonsoir, Joël. Bonsoir, je suis ravie de vous avoir au téléphone. J'aime beaucoup Françoise de Gouas. Oh, merci. On va être obligé de raccrocher, Joël. C'est bête. Merci de me soutenir, merci, Joël. On vous écoute, Joël. Alors, moi, j'ai travaillé 20 ans dans le privé, 20 ans dans la fonction publique. Voilà. Alors, dans quelle fonction publique? Parce que si vous étiez fonctionnaire de mairie ou à la préfecture ou à l'hôpital, c'est pas la même chose. Non, je suis rentrée chez Orange quand ils avaient besoin de personnes de l'extérieur. D'accord.
chez Orange, enfin, qui s'appelait France Télécom et qui est ensuite devenu Orange. D'accord. Mon constat, il est que dans la fonction publique, alors je pense que ce n'est pas propre qu'à Orange, les fonctionnaires bien placés, les cadres sont surpayés. Tout ce qui est en bas est sous-payé. Voilà. Et les gens qui sont sous-payés, au bout d'un moment, ils en ont ras-le-bol. Ras-le-bol. Et plus vous faites bien votre travail, moins vous avez de promotion. Plus vous le faites mal, plus vous êtes promu. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai 7 trimestres de plus que je devrais avoir. Je n'ai rien du tout sur ma retraite. Alors, c'est 0 centime sur ma retraite. C'est intéressant sur les salaires. Honnêtement. Sur la distorsion des salaires, c'est ce que disait Sophie tout à l'heure. Vrai sujet, Nicolas Lecossin. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une césure en France que tout le monde constate entre la haute fonction publique, notamment la catégorie A, qui est en général plutôt bien payée, et la catégorie C, qui sont parfois extrêmement mal payés, parce qu'avec la revalorisation du SMIC, certains se retrouvent en dessous du SMIC. Est-ce que ça pose pas question ? Si, tout à fait. D'ailleurs, quand on calcule quand on fait la comparaison avec les salaires du privé, il faut prendre en compte le salaire médian et pas moyen, parce que vous avez une... Alors médian, j'ai vu que la différence, médian, il y a la moitié qui gagne plus, la moitié qui gagne moins. Voilà, exactement. Et en fait, et moyen, c'est moyen. Le médian est plus élevé dans le public que dans le privé. Ça, il faut être clair là-dessus. C'est le public qui gagne plus. Donc, mais en même temps, vous avez raison, c'est tout à fait, c'est concentré. Vous avez des hauts fonctionnaires qui gagnent des salaires assez élevés, surtout à Bercy et pas seulement. Et vous avez des bas salaires en bas de l'échelle de la fonction publique. Mais le problème, c'est que le système est sclérosé. La dame qui intervenait tout à l'heure au téléphone a tout à fait raison. Et on a rencontré plein de personnes. On a rencontré plein de personnes qui sont des fonctionnaires et qui voudraient accéder à d'autres postes, changer de service parce que c'est plus intéressant. Et c'est très difficile. C'est très difficile de le faire. Il faut changer tout ce système pour eux, pour qu'ils gagnent mieux et pour qu'ils soient plus contents de leur travail. Sophie Gauguin veut réagir sur la mobilité en la fonction publique. Non mais merci pour ça, parce que quand on est maire ou vice-président d'une région, on le vit au quotidien, et c'est vrai que on aurait envie de pouvoir encourager des promotions internes d'agents parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont un vrai projet dans le service, une valeur ajoutée, qu'ils ont l'expertise, et que le système de grille ou de classement des agents nous empêche ça, y compris au moment des évaluations ou des rémunérations. Il faut nous faire confiance, plus de souplesse. On le fait sur la territoriale, par exemple avec le RIFSEP. Il y a des choses très très bien, mais on a besoin de revoir ce système, me semble-t-il, pour plus d'efficacité au service du pouvoir d'achat de certains agents. Et encore une fois, je fais la grande différence entre les fonctionnaires d'État, comme vous dites, et dans la territoriale, où on est quand même dans deux univers complètement différents. Oui, mais ça veut dire qu'il faut tout repenser, en fait. Enfin, sur le salaire des hauts fonctionnaires, sachez que les hauts fonctionnaires italiens ou allemands gagnent plus, par exemple, que nos ambassadeurs. Vous savez, nos ambassadeurs, par exemple, ils gagnent 10, 15, 17, 20 000 euros, mais c'est les parents pauvres, quand ils arrivent en poste à Londres ou qu'ils arrivent à Washington en poste, leurs copains ambassadeurs américains, italiens ou allemands les regardent en disant c'est un peu le lumpen prolétariat. Donc cette idée générale que les hauts fonctionnaires français seraient... Prolétariat à Lyon à 20 000 euros par mois, j'ai pas totalement la même conception. C'est pas ce que je dis, je veux juste expliquer. C'est pas ce que je dis, je veux juste expliquer que cette idée générale, parce que ça fait partie du package, il y a les fonctionnaires qui foutent rien et il y a les hauts fonctionnaires qui se gâtent. Les hauts fonctionnaires, je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour notre invité. Les hauts fonctionnaires sont des gens qui ont d'énormes responsabilités. Quand vous êtes directeur général des services vétérinaires, eh bien, ça dépend de vous, la qualité alimentaire de 62 millions de Français. Quand vous êtes ambassadeur de France en Afghanistan, eh bien, vous représentez la France. Donc, quand vous êtes à Bercy, vous êtes inspecteur des finances, oui, peut-être qu'on les déteste, mais c'est aussi pour ça que le pays ne s'effondre pas. Donc, moi, je fais toujours un hymne à la fonction publique, du plus haut au plus bas, parce que c'est la fonction publique qui soutient ce pays en réalité, et qui le soutient même parce que comme elle est en CDI, elle consomme. Voilà. Alors merci beaucoup Nicolas Lecossin d'avoir été avec nous, directeur de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Dans un instant, le quiz de l'actu avec Super Cyril qui va essayer de vous battre. Bon, il a l'air bon celui-là. Il est pour la fonction publique, donc. Vous êtes prêts, Cyril? C'est un bien grand mot. Hein. Oh, mais qu'est-ce qu'il est méchant. Vous connaissez cet oiseau qui s'appelle le oula oula, hein? C'est un vieil oiseau, mais non, je sais pas. Vous connaissez ce serpent? Je ne peux pas vous la faire à l'antenne parce qu'elle est un peu coquine. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Quel plaisir de vous retrouver, Sophie Gauguin.
Oui, c'est partagé. J'ai des surprises. Oui. On parle de moi. Elle se demande où elle est tombée. Oui, elle se dit, oulala. Vraiment, ce prénom est très beau. On est ravis de vous retrouver dans les vraies voix avec, bien sûr, Philippe Bilger, Françoise Degois, Sophie Gauguin. Je peux pas. Très joli prénom, Sophie. Et alors, on vous prévient parce que le qui c'est qui l'a dit, c'est devenu vraiment la foire d'empoigne maintenant. D'accord, ok. Donc, écoutez, je vais définitivement arrêter de jouer. Mais non, il faut jouer parce que Cyril est dans les starting blocks. Ça va, Cyril? Oui, très bien, très bien. Je déclare cette cérémonie du qui l'a dit ouverte. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. On aura tout fait dans cette émission. Allez, c'est une question à 3 points. Écoutez bien, Sophie, puisque d'abord c'est l'auditeur qui répond. Et s'il n'a pas la bonne réponse, chacun a le droit de répondre avant son partenaire. C'est la foire. Voilà, c'est ça. Après, c'est la foire, comme vous dites. Qui l'a dit? 3 points. La paix n'est pas une question de docilité. La paix est une question de résistance. Cyril. Alors, c'est un homme politique qui n'est plus tout à fait, mais qui a été un grand homme politique. Oula, alors c'est pas un oula, ça c'est sûr. C'est pas je dirais, je ne sais pas. Un ancien Premier ministre. Un ancien Premier ministre. Alain Juppé. Non. Raffarin. Oui. Bonne réponse de Philippe Bilger. Jean-Pierre Raffarin, 3 points. 3 points. Je l'avais pas. Raffarien, comme on l'appelait. Question à 2 points, Cyril. Qui c'est qui l'a dit? Emmanuel Macron veut faire régner l'ordre à Mariupol et n'est pas capable d'arrêter des tirs de mortier à La Courneuve. Cyril. C'est Zemmour. Bonne réponse de Cyril qui marque 2 points. Il est bon ce Cyril, il est bon. Question qui l'a dit à 3 points. Les Français ont besoin d'Europe. Ou ça c'est un européiste, je dirais Macron. Bellamy. Non. Valérie Ayé. Bonne réponse de Françoise Degois. Valérie Ayé, la tête de liste Renaissance. Ayé. Prononcez, n'ayez pas peur. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? N'ayez pas. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? La crise agricole n'est pas terminée. Cyril. Attendez. Je dirais Marine Tondelier. Non, Gabriel c'est Attal. Rousseau. Non. Gabriel Attal, Marc Fesneau. C'est une ministre. Ministre déléguée maintenant. Bonne réponse de Philippe Là, on Bilger. peut arrêter le jeu. Agnès On a combien là? Runacher. 5 pour Philippe Bilger, 3 pour vous, 2 pour Cyril et Fanny pour. Je peux remonter encore. Et pour que ceux qui ne le sauraient pas, elle est ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. J'ai oublié qu'elle était au gouvernement, moi. Oui, bah oui. On a le temps encore. On a le temps. Arrête de gagner du temps, toi. 2 points, mesdames et messieurs. Qui c'est qui l'a dit? Tout est bon pour le chef de l'État pour faire campagne contre le RN. Il considère que le RN est à l'origine de tous les maux de la société. Ah bah, c'est facile, attendez. ça. C'est facile de quoi? Non. Bardella? Non. Jacobelli? Non, un autre député. Chenu? Non. Tanguy? Non. Le député Marine Le Pen? Non. Mais non. Marion? Non. Un autre député? Oui, Il a le même prénom que Courbet. Julien Audoul. Bonne réponse de Françoise Degois. Julien Dussopt, c'est original. Je remonte là, je suis à 3 et 2, 5. Je suis à 5. Qui c'est qui l'a dit sur la colère des agriculteurs? Je laisse Marc Fesneau se démerder avec une profession à laquelle il ne répond pas. Cyril. Et c'était sur Sud Radio ce matin. Oui. Ah bah oui. Je vous écoutais pas ce matin, je suis désolé. Vergeletti? Non. Elle n'était pas là ce matin? Non. C'est un patron de supermarché. Ah bah c'est Leclerc. Bonne réponse. Philippe Bilger a été plus rapide. Il a un quart de seconde Là, d'avance. j'ai été beaucoup plus rapide. Et le grand gagnant est ou la Philippe gagnante? Bilger, 7 points. Françoise Degois, 5 points. Cyril, 2 points. Et Sophie, désolé. Oui, moi je suis constante. Dosulé, moi. C'est Dosulé. On l'a dit en même temps, t'es vraiment. Ouais, c'est vrai. Cyril, vous êtes honnête. Merci d'avoir joué avec nous et merci en tout cas d'avoir été la vraie voix du jour. Merci à vous. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci en tout cas de nous avoir fait confiance. Allez, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. À bientôt, Cyril. Avec Françoise Degois, on parle de quoi? Ma colère parce que finalement la commission, sous le joug des agriculteurs, annule tous les progrès en matière d'environnement. Sophie Gauguin. La troupe de Mariupol qui rejoue à Kiev aujourd'hui. Avec une grave rechute du député Boyard. Eh ben dis donc, c'est l'éclate. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise de Goa, Sophie Gauguin. Et vous, au 0826 300 300, dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Rebonsoir Félix. Rebonsoir, on part tout à l'heure à Marseille pour cette visite surprise d'Emmanuel Macron pour le lancement d'une opération PlaceNet XXL contre le trafic de drogue. Et moi, j'en ai franchement assez des nostalgiques des tickets de rationnement qui ont disparu en France il y a 75 ans, le 1er décembre 1949, après les 6 ans de cataclysme de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, la France semble débordée des nostalgiques de la pénurie et des restrictions. J'avais poussé un coup de gueule il y a quelques temps sur Jean-Marc Jancovici, qui veut permettre aux Français de prendre l'avion 4 fois dans leur vie, une mesure débile si les Chinois et les Indiens le prennent autant qu'ils veulent. On pouvait imaginer que ces délires s'arrêteraient au voyage, dont on peut parfaitement se passer, la preuve par la vie heureuse des Nord-Coréens, mais non, ça ne suffit pas. On veut aussi nous rationner le numérique, et ce n'est pas n'importe qui propose ça. En effet, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation, a écrit dans le Figaro une tribune intitulée « Libérons-nous des écrans, rationnons Internet ». Un rationnement qu'elle souhaite organiser en accordant, par exemple, un nombre de gigas limité à utiliser quotidiennement. Face à la pollution numérique, une telle mesure serait pour elle profondément progressiste. Alors mes parents et mes grands-parents qui avaient vécu l'occupation m'ont parfois parlé du rationnement et aucun d'entre eux ne le regrettait et n'ont jamais évoqué cette pénurie subie de progressistes. Coluche disait qu'en Pologne, sous Jaruzelski, un sandwich c'était 2 tickets de pain avec un ticket de jambon au milieu. Finalement, Jaruzelski était lui aussi un grand progressiste. Philippe Bilger. Comment dire, vous mélangez deux choses. Je déteste les rationnements. En effet, par rapport à une certaine époque, ils apparaissent totalement délétères aujourd'hui. Mais en même temps, comme vous prenez l'exemple de Najat Vallaud-Belkacem, je trouve que sa volonté de réduire, peut-être par un moyen discutable, l'addiction aux écrans ou aux appareils n'est pas complètement absurde. Donc, est-ce que vous ne mêlez pas des rationnements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres? Je ne vois pas pourquoi on imposerait aux gens un nombre de gigas par jour. Chacun fait ce qu'il veut et les gosses, vous les surveillez. Non, oui. Non, c'est pas. Moi, je suis pas d'accord avec votre coup de gueule. Vous me faites rire avec Jaruzelski, j'avais oublié. Mais c'est vrai que c'est. Mais ça n'a rien à voir. Était excellente. Mais ça n'a absolument rien à voir. La réalité, c'est que écoutez, on a encore attendu dans le journal ce soir et on va voir les rapports de l'ONU. On va vers l'effondrement climatique. Si ce n'est, peut-être nous y sommes d'ailleurs, peut-être déjà. Jamais les océans, la surface n'ont été aussi chauds. Jamais la température de la Terre n'a été aussi chaude. Il y a le réchauffement naturel qui est accentué par la main de l'homme. Najat Vallaud-Belkacem, c'est pas simplement l'addiction presque morale des enfants au truc. C'est simplement le fait que les fermes qui nous permettent d'utiliser, où que nous soyons désormais dans le monde, notre 5G, ces fermes-là de serveurs de cloud deviennent des puits sans fond pour les réchauffer. Par exemple, nous allons rentrer très vite dans un rationnement d'eau, par exemple. Vous vous rendez compte ce qu'il faut pour refroidir ces fermes de cloud. La pollution numérique, elle existe, elle est véritablement, elle est réelle. Vous avez ces fermes sont dans le nord de l'Europe, vous avez des cours d'eau entiers qui sont déviés pour pouvoir les rafraîchir. Donc, il y a un moment donné, je ne suis pas du tout pour la déconsommation et pour la décroissance. Je suis pour une sobriété heureuse. Il y a un moment donné, nous allons tous devoir nous y mettre parce que de toute façon, on va tous crever. Sinon, voilà. Sophie Gauguin. Oui, mais comme d'habitude, la réponse arrive par le dogme. Et donc en fait, plutôt que de soutenir de l'innovation qui permette des hébergements de données numériques en grand nombre de façon plus vertueuse et verte, et ça existe. Non, il y a mais si, en Normandie, on en a un exemplaire, au niveau européen aussi. Et là, ça devrait être un enjeu européen, par exemple, pour se mutualiser des moyens sur l'innovation, sur du digital vert et du stockage de données, effectivement, beaucoup plus vertueux, en même temps que, je ne t'ai pas interrompu, en même temps que de la pédagogie sur l'usage citoyen, effectivement, plutôt que le rationnement. Moi, je crois beaucoup dans l'innovation pour avoir une empreinte carbone et digitale beaucoup plus responsable que celle qu'on a aujourd'hui, mais pas de cette façon dogmatique. Moi, je pense qu'il faut, à un moment donné, vous savez, moi, j'aime bien le blablabla sur pas d'écologie punitive. On est allé tellement loin en faisant n'importe quoi qu'à un moment donné, on va être obligé de mettre des règles et de mettre des normes, que ça nous plaise ou pas, parce que c'est une question de destin collectif, Philippe.
Philippe, tout simplement. C'est une question de destin collectif. Bien sûr qu'il y a des innovations, mais elles sont pas suffisantes. Aujourd'hui, la consommation en eau des fermes du cloud, peut-être que ça marche bien en Normandie, globalement, le tableau, il est désastreux au niveau mondial. Donc, il y a un moment donné, oui, mais c'est pas aux citoyens de payer la pénurie de stratégies d'État. Parce que ce sont des stratégies d'État qui doivent être portées et quasiment même au niveau européen. C'est déjà porté au niveau européen. Il y a des programmes. Si, il y a un programme sur la transition numérique et la sobriété de la transition numérique. C'est pas suffisant. Mais je veux vraiment dire par là que nous allons être obligés de passer par des mesures peut-être drastique pour nous tous. C'est obligatoire. Qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on aura une planète morte et crevée, on fait quoi? On pourra toujours venir m'expliquer qu'on a 3 000 milliards de dettes, qu'il faut revaloriser les enseignants et que le néolibéralisme est le meilleur modèle, ou le communisme. La réalité, c'est que si vous avez des plans de crevés à côté de vous, vous faites quoi? Voilà, ça c'est la réalité. Merci en tout cas Philippe David pour ce coup de gueule. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec Philippe Bilger. On parcourt. Louis Boyard, député incorrigible. Avec Françoise Degois. Le renoncement de la Commission européenne sur tout le volet agroécologique. Et Sophie Gauguin. Les comédiens survivants de Mariupol. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus, 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, du débat, toujours du débat, et c'est ce qui est intéressant dans cette émission avec. Ça va Françoise Degois, on vous entend. Vous gueulez contre qui là? Non, mais pas, on s'engueule avec Sophie Gauguin. Ce que j'aime pas, c'est manière un peu doucereuse de dire qu'on fait une chose ou pas. Voilà, on s'engueule. On a le droit d'avoir des points de vue différents. Absolument, ça s'appelle le pluralisme. C'est ça s'appelle le pluralisme. Et on y tient tous, voilà. On y tient tous, mais vous n'avez pas plus raison que moi. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Moi, je trouve qu'elle a plus raison que. Mais je sais bien, parce que dès que je parle d'écologie et que je dis déjà. Vous ne saviez pas à qui je m'adressais. Si. Quand j'ai dit, moi, je pense qu'elle a plus raison que vous, c'était l'une ou l'autre, de toute façon. Pas du tout. Il fallait tenir l'équilibre. Moi, je ne donne jamais mon avis. En revanche, je trouve que Philippe Bilger est formidable. Oui, bon sang. Le faillotage, mais alors, mais c'est pas du faillotage, c'est de la lucidité. Ça n'a jamais changé. C'est de la clairvoyance. Depuis 4 mois, ça n'a jamais changé. Il y a un truc, il y a une injustice dans cette émission. Françoise Degois a besoin de parler. Vous avez passé une mauvaise nuit, Françoise? Non, tout va très bien, moi. Demandez donc à Philippe David comment il a passé sa nuit. Françoise Degois a fait sa Greta Thunberg face à moi tout à l'heure. C'est Saturne. Françoise, vous pouvez envoyer le jingle, s'il vous plaît? Jingle. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Jingle. Ils sont super. Et Philippe Bilger voulait parler du député Boyard qui a pour vous, on peut le dire, dépassé les limites. Oui, il a rechuté. Alors, il y a eu un accident mortel à Aubervilliers de scooter. L'enquête est en cours. Les deux versions, l'avocat du jeune homme qui est mort et Yacine Bouzrou qui considère que la police a commis une grave erreur, que c'est elle qui est coupable. Et de l'autre côté, bien sûr, la police estime que c'est le jeune homme qui, en fuyant, en coupant la route de la voiture, a, d'une certaine manière, créé le drame dont il a été victime. Mais ce qui m'a frappé, c'est l'outrance de Louis Boyard. La police condamne à mort, met à mort. J'aurais dû ne pas être surpris par cette outrance de Louis Boyard, même si, bizarrement, par une forme de naïveté, j'espérais que certaines péripéties qui l'avaient conduit à être en but à des hostilités choquantes dans les trains ou ailleurs auraient pu le rendre lui-même plus tolérant, plus mesuré dans ses propos. Mais je me suis trompé. Il continue dans le même style. Françoise Degois? Oui, je suis toujours un peu sidéré de la ligne qui a été choisie par la France Insoumise. Moi, j'ai soutenu quand même beaucoup la France Insoumise au moment de Naël, parce que je pense qu'ils avaient raison et que c'est pas parce que c'est la France Insoumise, je pense qu'il y avait là une injustice flagrante. Après, quand les émeutes se sont déclenchées, on a vu le glissement. Il n'y avait pas de condamnation en réalité des émeutes. Et Louis Boyard, c'est sa ligne politique. Hein. Vous savez, il y a rien d'émotionnel là-dedans. C'est une stratégie savamment suivie. Il n'y a pas que lui.
tous les élus de la France Insoumise étaient sur cette ligne-là, depuis le drame d'Aubervilliers, d'ailleurs, dont on voit les images. On voit bien que la voiture de police, en fait, elle se déboîte comme ça, et elle prend le scooter de front. Est-ce que vous pensez vraiment que les policiers se sont déboîtés exprès pour enfin, je peux pas imaginer. Pour Naël, j'ai été très en opposition avec vous, mais voilà. Donc, c'est une stratégie. C'est pas simplement une erreur de jeunesse, de l'émotion. C'est une vraie stratégie. On met de la tension partout. Sophie, c'est de la mauvaise politique, ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une stratégie d'extrême gauche qui veut qu'une seule chose, c'est le chaos et le débordement permanent. Donc ça suffit. C'est la stratégie de la tension, ça marche pas. Ça suffit. Les Françaises et Français ont besoin d'autre chose. Louis Boyard fait fort dans ce domaine. C'est un spécialiste. Oui. Non, je suis pas d'accord parce qu'ils ont tous, chacun des députés a sa spécialité. Vous avez Guiraud, Soudé, Porte qui font très fort sur Gaza. Chacun et tout ça est très relayé par comment dirais-je, c'est très bien fait. Hein, y compris sur les réseaux sociaux, où on voit bien que effectivement, on dirait ils ont organisé leur réseaux sociaux. C'est une vraie stratégie. C'est les mêmes mots qui sont utilisés. Vous regardez quand il y a un événement, tous les députés de la France Insoumise. Est-ce que c'est pas un peu dangereux, franchement ? Est-ce que tout ça n'est pas un peu dangereux ? C'est de la manipulation massive, très bien exploitée aussi à partir des positions exprimées par certains de leurs élus, ensuite sur les réseaux sociaux, avec une désinformation constante, aucun recul. Enfin, le but, c'est vraiment le chaos et après, c'est des convictions. Après, c'est des convictions aussi. Il y a une conviction que effectivement, socialement, c'est injuste. Il y a la conviction qu'il y a des bavures policières qui sont inacceptables. Moi, je veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je dis juste qu'il n'y a rien de fait au hasard. C'est ça que je veux dire. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que Jean-Luc Mélenchon a entamé une tournée des facs. C'est comme ça qu'elle se nomme. Oui. Donc, il fait la tournée des facs avec Louis Boyard, Nantes, Clermont-Ferrand, pour faire quoi ? Pas du tout pour foutre le bordel, c'est simplement pour ranimer la jeunesse. C'est un électorat qui vote pour lui. Il en a désespérément besoin pour les européennes. Ce qui est étonnant d'accepter finalement que les facs acceptent aujourd'hui des meetings politiques. Mais toutes les facs. Non, c'est pas tous les partis politiques. C'est pas des meetings politiques, c'est des conférences. Mais toutes les facs. Françoise, arrêtez. Mais les facs sont hyper politisées de toute façon. Enfin, c'est pas nouveau. On a l'impression de découvrir que. Et vous trouvez pas ça choquant ? Moi, je pense que les facs, non, moi je trouve pas ça choquant. Quel que soit le parti, hein. Je suis pas choqué. Je pense que les facs, c'est des endroits où vous avez des gens qui crient, qui forment une conscience. Tous les étudiants, la plupart des étudiants ont un point de vue, s'ouvrent à une conscience politique. A fortiori Sciences Po, tout le monde tombe de l'arbre en disant mon Dieu, il y a des polémiques à Sciences Po. Ça fait 50 ans qu'il y a des polémiques à Sciences Po. C'est le principe même de Sciences Po. Donc c'est le principe même des facs, c'est d'avoir des mômes qui réfléchissent, avec excès ou pas. Donc moi ça me choque absolument pas. Ce qui est choquant, c'est que des partis sont ostracisés et qu'il y en a qu'un qui peut y aller. Non, l'extrême droite est ostracisée parce que la droite républicaine, elle fait des conférences à la fin. Faire une conf à Villetaneuse ou à Nanterre. Oui, d'accord, mais est-ce que vous pensez que Louis Boyard va aller faire une conf à Assas ? Donc ça va dans les deux sens. Il y a dans une fac. Non, vous avez Sciences Po à Aix aussi, vous avez des facs Sabatier, c'est pas forcément gauchiste. Écoutez, arrêtez avec ces classements. Non, moi ça me choque pas que les partis politiques. Pour un élu de la République, je trouve ça quand même choquant de pas respecter certaines mesures. Quand on pense qu'un jour on a même interdit à François Hollande de faire une conférence, c'est un scandale. C'est vrai. Oui, c'est autre chose ça. Ah ben non. Non mais moi, je suis pas choqué par le fait que la jeunesse soit politisée. À droite comme à gauche, ça me choque pas du tout. Non mais c'est pas ça, ce qui est choquant, c'est le débordement. Non, mais moi ça me choque pas que les étudiants soient politisés, que les étudiants aient envie d'accueillir. On dit pas ça, Françoise. Non, mais ce qui est choquant, c'est que certains est ouvert dans certaines facs et d'autres n'ont pas le droit de citer. C'est ça, c'est au nom du pluralisme. C'est toujours l'extrême droite en réalité qui est toujours dégagée, ça c'est sûr. Après, j'ai pas le souvenir que si Rachida Dati se pointe, si Rachida, mais ça, je m'en fiche. C'est pas le sujet, c'est pas un argument, ça. Le Conseil d'État a reconnu que l'extrême droite était bien l'extrême droite, donc ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Après, je suis pas sûr que. Je sais pas si moi je sais très bien où elle est, peut-être pas vous. Mais moi, oui. Et surtout, elle ne. C'est une étiquette générale qui n'a plus aucun sens. Et justement, elle en a un profond, mais on n'est pas d'accord là-dessus depuis des années. Donc petite info qui concerne Sud Radio, bien entendu, c'est le décès qu'on vient d'apprendre de Sylvain Augier, qui était un animateur de Sud Radio. Donc on partage forcément la peine de ses amis, de sa famille. Extraordinaire, Sylvain Augier. Voilà, exactement. Il faisait l'émission Qu'est-ce qui faisait courir il y a 7-8 ans à Sud Radio. Très triste nouvelle.
Ouais, absolument. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause. On va revenir dans un instant avec Françoise Degois et Sophie Gauguin et bien entendu Philippe Bilger. Petite pause, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Les Vraies Voix jusqu'à 19h comme tous les jours. Sophie Gauguin est avec nous. Françoise Degois aussi, on peut pas la rater, ça c'est sûr. J'ai rien dit. Ne me cherchez pas des noises, soyez sympa. Des noises. Faites-moi pas des noises, toi. Le tour de table de l'actu des Vraies Voix. On va démarrer par un coup de cœur avec vous, Sophie Gauguin. Oui, le coup de cœur, c'est évidemment pour ces comédiens du théâtre de Mariupol qui a été détruit par les bombes et sous les assauts russes il y a 2 ans. Et ces comédiens qui ont choisi de reprendre le chemin des planches à Kiev ces derniers jours comme un sursaut d'humanité dans ce chaos, un pied de nez aussi après la réélection de Poutine. Et puis ces survivants qui sont à la fois des résistants et déjà des passerelles de mémoire. Et c'est important parce qu'ils le disent eux-mêmes, ils sont à la fois dans l'instant et la survivance et la résilience et la transmission de ce qui se passe et de ce qu'il faudra raconter sur les massacres et les bombardements en Ukraine et la manière dont Poutine opère, avec aussi la désinformation. Et ça fait écho à ce que vit le monde aujourd'hui, quand même, la désinformation sur une arme dans les conflits mondiaux. On reparlera aussi certainement du 7 octobre de la même manière, et je voudrais saluer leur courage et leur dignité. Ouais, ça me touche beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Un peuple debout, c'est incroyable. Et puis par l'art, moi je suis content que vous parliez de l'art parce que c'est incroyable. Dans ce chaos, les artistes continuent de créer. Il y en a qui tiennent le coup. Même les artistes palestiniens, les artistes israéliens, c'est une donnée, c'est dire à quel point l'art est une activité fondamentale et fondatrice de l'être humain. C'est ça qui est quand même incroyable. Et salvatrice. Mais ça fait partie de notre être en réalité, parce que j'ai envie de dire que tout le monde est un artiste, et la réalité c'est de voir les artistes qui continuent. Moi c'est merveilleux en fait. Bravo. Je serais curieux de voir les spectacles même du côté palestinien. Mais en tout cas, c'est pas les spectacles, c'est les peintures, c'est l'écriture, c'est la poésie. Non, je pensais au théâtre. Non, mais non, il n'y a plus un seul théâtre debout. À Gaza, il n'y en a jamais eu rien. Donc, Françoise Degois, sur cette colère agricole légitime. Colère légitime, le feu sous la braise. Et là, à mon avis, Sophie doit le savoir en Normandie, parce que moi, je regardais ce qui se passe à Toulouse. Ils sont pas contents, les agriculteurs. Ils se maîtrisent, ils attendent. Gabriel Attal a encore repoussé, et surtout Emmanuel Macron, la réunion. Et puis, donc, il y a cette colère que j'entends. Et puis, moi, il y a ma colère contre la Commission européenne. Au moindre coup de vent, on détruit, on balaye tout ce qu'on a mis des années. Et là, pour le coup, c'est des consensus gauche-droite de la Commission. C'est ça, pas simplement les écologistes qui d'un seul coup, non, c'est la social-démocratie, les écologistes, et la droite et le centre qui ont créé ce consensus sur le pacte vert. Vendredi, la Commission, d'un seul coup, a supprimé les jachères. Autant vous dire, les jachères, 4% de terre doivent être mises en jachère, c'est-à-dire qu'on ne laisse plus respirer la terre, a supprimé les rotations de culture. Vous avez l'obligation de changer de culture sur 35% de vos terres arables chaque année. Ça permet à la terre et de pas partir dans la monoculture. Les pénalités pour les exploitations, les pénalités environnementales pour les exploitations de moins de 10 hectares sont supprimées. Donc, j'entends que les agriculteurs disent laissez-nous faire. Mais regardez ce que prend l'agroécologie dans les dents. C'est ça, moi, qui me désespère. Ces mesures, elles n'étaient pas là pour emmerder les agriculteurs. Elles sont là parce que c'est vital pour nos terres arables. C'est vital pour notre vie en tant qu'être humain, pour notre sécurité alimentaire. Et elles sont balayées, voilà, pour des raisons électorales, parce que l'extrême droite menace. Il semblerait que les agriculteurs aient envie de voter pour elle. Alors attention, on se couvre et comme toujours, l'écologie, on sacrifie. Sophie Gauguin. Encore une fois, je pense qu'on arrive à des situations d'urgence et donc à des décisions parce que ça n'a pas été géré en amont, ni dans l'écoute, ni dans la co-construction. Et donc, il fallait prendre certaines mesures au niveau national français. Alors François s'exprime au niveau européen. On recule encore une fois la date des discussions. Je comprends les représentants de la FNSEA, mais pour
le vivre au plus près des territoires. Quand on co-construit des politiques publiques avec les acteurs concernés, on trouve des solutions, ça marche. Moi j'ai vu Ségolène en Poitou-Charentes, elle a trouvé des solutions. L'agroforesterie, chez nous en Normandie, avec Hervé Morin, on y est déjà depuis plus de 5 ans. Les normandisations des troupeaux et des cheptels, on a rattrapé le retard sur la réintroduction de races. On avait perdu la moitié, enfin 10%, on est redevenu à la normale. On soutient les installations en bio, il y a un plan sans précédent d'investissement. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on n'écoute pas les professionnels concernés et qu'on n'est pas dans la raison, on peut arriver à des distorsions et des mesures. Mais encore une fois... Les régions arrivent à faire des trucs, hein, franchement, moi je me souviens avec Ségolène en Poitou-Charentes, incroyable, on réintroduit la vache partenaise, etc. Ce que vous faites en Normandie, et honnêtement, quand vous voyez le boulot qui se fait au niveau des régions, ça vous rend dingue qu'au niveau national, il n'y ait pas ce travail-là, et au niveau européen, on vote une PAC comme ça, sans nuance, alors qu'il faudrait faire de la dentelle, en fait, avec la PAC. De l'extérieur, j'avais trouvé qu'il était normal de satisfaire les revendications des agriculteurs, mais vous m'éclairez, évidemment... Pour arrêter la fronde, il fallait faire ça, mais est-ce que... C'est pas bon pour nous. Et créer des écosystèmes. Ce qu'on fait dans les territoires, et encore une fois, quand on veut trop légiférer de la même manière pour tout le monde, l'agriculture n'est pas la même sur le territoire national en fonction des régions. Et quand on est dans la confiance et dans des métiers, surtout. Et des métiers, ou des élevages, ou des productions, et bien quand on est dans la confiance et qu'on bâtit des modèles territoriaux, on est dans la durabilité et le développement le plus durable possible, parce qu'on est en proximité. La Commission européenne, par exemple, n'a jamais voulu faire partager les retours d'expérience des régions. Il faut, par exemple, que les régions participent, par exemple, à la PAC. La PAC, c'est un truc extraordinaire, vraiment, la politique agricole commune, c'est des milliards pour aider l'agriculture. Mais au lieu d'en faire une règle, comme ça, en gros, plus t'as d'hectares, plus tu touches de PAC, en gros, on va dire ça comme ça, il faut écouter les grandes régions de France, écouter voilà, c'est ça, les grandes régions des grands pays agricoles de l'Europe et dire, bon, là, pour notre agriculture de montagne, voilà ce dont nous avons besoin. Et là, je suis sûr que si on fait de la dentelle, on n'arrive pas à ces conneries. Vous vous rendez compte, c'est un non-sens total ce qui s'est passé vendredi. Et en plus, ça va rien résoudre pour les agriculteurs. C'est ça le drame. C'est que ça fait que des victimes, ce genre de décision. Merci beaucoup, Françoise. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. On va revenir sur ce procès en cyberharcèlement de Magali Berda. 28 harceleurs jugés ce matin par le tribunal correctionnel de Paris, dont 14 condamnés à de la prison ferme. On va en parler dans un instant, Philippe. Oui, et à cette question, dans ces affaires de cyberharcèlement, faut-il sanctionner aussi les plateformes? Faut-il supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux? Est-ce que les peines sont dissuasives? Cyberharcèlement, faut-il un durcissement de la législation? Vous dites oui à 64% sur Twitter. Vous voulez réagir? Attend vos appels au 0826 300 300. Et on va en parler avec Laetitia Avia, ancienne députée, rapporteure de la loi Avia contre les contenus haineux sur Internet adoptée en 2020. Madame la députée, bonjour, merci d'être avec nous. Petite question, bonjour. 28 prévenus, 28 condamnations pour cyberharcèlement, est-ce que c'est historique? C'est bien sûr une décision historique et j'espère qu'elle fera date, qu'elle fera jurisprudence. En tout cas, ça montre que c'est la fin de l'impunité. Merci et restez avec nous, on revient dans un instant. Petite pause, les vraies voix jusqu'à 19h. Gus. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Philippe Bilger avec nous, Sophie Gauguin, vice-présidente de la région Normandie. On dit pas ça, on dit quoi? Philippe Bilger, le chouchou. Et après, vous pouvez continuer la conversation. Non, il y a une faute. Non, il y a une faute. C'est mon chouchou, c'est pas pareil. Oui, on est bien d'accord, c'est le vôtre. Bah, écoutez, mon chouchou. Et après, vous pouvez faire une présentation totalement anodine et banale des autres personnages. J'allais dire ma Françoise Degois et ma Sophie Gauguin. En revanche, je vous laisse Philippe David. Ça, c'est plus trivial, Soso et Fanfan. Ça me va très bien. Ça va très bien. Je veux que les choses soient claires. On vous souhaite la bienvenue tout de suite. Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ça montre que même si c'est long, la justice agit. Et c'est pas parce qu'on s'appelle Eliafa qu'on est au-dessus de la justice. Je crois que le tribunal a sifflé le coup d'arrêt de cette récréation des réseaux sociaux. Décision qui est historique dans la lutte contre le cyberharcèlement. Le tribunal a sanctionné à hauteur de la gravité des faits. 28 condamnations à des peines de prison, dont 14 peines de prison ferme. Enfin, on me reconnaît comme victime. Enfin, on déclare que ce que j'ai subi, c'est grave. Et enfin, on déclare que ça ne peut pas rester sans conséquences.
C'est donc la plus importante procédure jugée jusque-là pour cyberharcèlement devant la justice française. 28 personnes âgées de 20 à 49 ans étaient poursuivies pour des messages haineux ou des menaces de mort envoyées à Magali Berda sur les réseaux sociaux. Suite aux allégations du rappeur Booba, 28 prévenus, 28 peines de prison, dont 14 fermes, Philippe. Alors parlons vrai, dans ces affaires de cyberharcèlement, faut-il sanctionner également les plateformes? Faut-il supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux? Est-ce que les peines sont dissuasives? Faut-il un durcissement de la législation pour le cyberharcèlement? Vous dites oui à 64%. Appelez-nous pour réagir et pour témoigner au 0826 300 300. Et Laetitia Avia est avec nous, ancienne députée et rapporteure de la loi Avia contre les contenus haineux sur Internet adoptée en 2020. Merci d'être avec nous. Avant de revenir à vous, petit tour de table avec Philippe Bilger, notre procureur. D'abord, je suis heureux comme... je pense l'ensemble de nos auditeurs que le cyberharcèlement ait pu faire l'objet d'une condamnation collective, en tenant compte évidemment d'une administration équitable de la justice. Ça montre qu'il est possible de sanctionner des appels à la haine ou des choses absolument scandaleuses, et que le départ entre la liberté d'expression, qui doit être à tout prix défendue, et ce qui la dévoie, est tout à fait possible en matière judiciaire. Alors j'allais dire, Philippe, pour répondre à la question de Sud Radio, qu'il est inutile, me semble-t-il, de changer la loi, alors que précisément elle vient d'être mise en application d'une manière très efficace. En revanche, moi je serais partisan qu'il n'y ait plus d'anonymat, parce que à titre personnel ou d'autres, on peut constater que c'est un bouclier terrible pour toutes les indécences, les saletés, les vulgarités qu'on déverse sur les réseaux sociaux. Françoise Legois. Oui, moi je suis aussi très heureuse, j'espère que ça fera jurisprudence. L'anonymat, je peux comprendre qu'on en ait besoin parfois parce qu'on est dans une profession qui nous permet pas, mais globalement, c'est pas possible. Moi, depuis le 7 octobre, j'ai eu des campagnes, c'est monté à 3 millions de tweets, des haines, des démos. Je réponds même pas. Si, je réponds parce que je me mets sur la figure, etc. Mais c'est vrai que la moitié des comptes étaient anonymes, et voilà, c'est trop facile de se cacher derrière. Et puis, je me souviens toujours de la petite Mila, oui. et je ne sais pas du tout où elle en est. Donc, ravi pour Magali Berda, surtout. Vraiment, d'abord, parce que au moins justice est faite, et je pense qu'elle a vécu un vrai cauchemar. Et puis, je pense que ça va claquer le béni à un certain nombre de petits haters. C'est ça qui m'intéresse surtout. Sophie Gauguin, qui n'est pas une hateuse. Non, mais la justice est dans son rôle quand sur un sujet de société aussi gigantesque que celui-là, elle répond présente. Et effectivement, elle marque clairement par ce jugement, qui j'espère aussi fera jurisprudence, que l'espace numérique n'est pas une zone de non-droit. Et qu'effectivement, si elle a pu le faire, c'est que certainement l'arsenal juridique tel qu'il est lui a permis de le faire, et ça c'est tant mieux. Ça démontre aussi la force de la loi par rapport à la haine déployée de façon systémique sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, ça fait du bien dans le système judiciaire français. On a besoin aussi de se sentir protégé par les lois qui sont votées. Après, je suis assez partagée sur l'anonymat. Effectivement, c'est assez facile quand on sait en plus comment on peut déployer la haine qui peut aller malheureusement jusqu'à provoquer le suicide de certaines personnes, de ne pas avoir le courage de donner son identité. Voilà, mais tant mieux, c'est une belle sanction. Laetitia Avia, vous êtes ancienne députée, rapporteure de la loi Avia contre les contenus haineux sur Internet. La loi avait été adoptée il y a 4 ans, en 2020. Comme vous avez été la rapporteure de cette loi, est-ce qu'en France, la loi est plus ou moins restrictive dans ce domaine que dans les autres pays européens ou occidentaux, par exemple ? Alors à l'époque, on était un petit peu tous au même niveau, sauf en Allemagne, il y avait déjà une loi. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est à peu près tous au même niveau, puisqu'il y a maintenant un cadre européen. Mais ce dont je me réjouis en entendant les prises de parole précédentes, c'est qu'il y a quand même une unanimité. Tout le monde est d'accord sur le fait de devoir condamner le cyberharcèlement, de devoir traiter cela de manière judiciaire également. Je peux vous dire qu'en 2020, c'était pas du tout le cas. Ça faisait énormément de débats. Et cela montre aussi que notre société a évolué. Cela montre que nous sommes d'accord sur des fondamentaux en matière de protection des droits de chacun. Et ça, c'est une avancée qui est considérable dans notre pays.
Est-ce que, comme vous faites référence à la période antérieure, je sais que tout ce qui a suivi votre loi et les polémiques, les controverses, est-ce que vous n'aviez pas l'impression qu'à l'époque, tout de même, il y avait une crainte que le président de la République ait une sorte d'appétence pour réglementer un peu la liberté d'expression et que ça pouvait inquiéter beaucoup de citoyens? Laetitia Avia. C'était dans le débat en effet, mais c'était absolument pas le cœur du texte, puisque le texte était de se donner les moyens pour agir et faire en sorte que ce qui est interdit dans l'espace public, dans la rue, dans un bus, dans un restaurant, le soit également sur les réseaux sociaux. Et pour ça, oui, il fallait responsabiliser les plateformes, parce que c'est pas juste un outil technique, c'est ce qui permet d'accélérer, d'amplifier la haine. C'est ce qui fait que certains se croient anonymes. Et je vous dis bien se croient anonymes parce que je vous en conjure, il faut absolument arrêter de parler d'anonymat sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux. Oui, vous êtes traçable en fait. Mais on peut toujours tracer. Et c'est pour ça qu'on a eu 28 personnes condamnées dans cette affaire Berda. On en a eu également dans l'affaire Mila. Dans d'autres affaires, dans l'affaire Élie de Préto et dans l'affaire aussi de plein d'anonymes. Parce qu'on a créé, et ça c'est une des rares dispositions qui est restée dans cette loi que j'ai portée, un parquet numérique, qui est un parquet avec des magistrats, des enquêteurs spécialisés, qui sont en lien avec les plateformes et qui vont aller chercher l'identité de tous ces haters. Et ça nous montre qu'il n'y a pas d'anonymat, on a les éléments pour aller les trouver. Laetitia Avia, dans le cas de Magali Berda, qui annonce qu'elle avait subi 120 000 menaces de décapitation, on peut pas mettre 120 000 personnes dans un tribunal, mais comment on fait le tri finalement ? Alors c'est le travail justement du pôle spécialisé contre la haine en ligne qui a été créé donc le 1er janvier 2021 et qui va donc chercher les messages les plus graves, faire ce travail d'aller identifier, retracer. C'est une collaboration avec les plateformes aussi, puisque le cadre de la loi aujourd'hui ne les sanctionne pas si les plateformes ne donnent pas les éléments d'identification. Malheureusement, pas encore. Et donc, c'est une collaboration qui est entrée entre ce parquet et les plateformes, et puis pour aller ensuite les chercher. Et ceux qui se sont présentés au tribunal, c'était des monsieur, madame, tout le monde. Alors, surtout des monsieur, tout le monde, parce qu'il n'y avait que 2 femmes. Oui. Et qui ont l'impression, derrière leur petit écran de téléphone, qui peuvent dire tout et n'importe quoi sans conséquence. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher ces messages. Il y avait des messages quand même à caractère antisémites, des messages d'incitation au meurtre, de choses qu'on ne tolérerait absolument pas prononcées vocalement. Et en fait, c'est là qu'il faut faire comprendre que lorsque c'est écrit, c'est pareil, c'est tout aussi violent, voire pire. Vous avez été victime, ou vos enfants, ou des proches de cyberharcèlement, appelez-nous au 0826 300, pardon, Françoise Degois. Laetitia Avia, et j'en parle avec mes camarades, je viens de poser à l'instant à ma copine Sophie Gauguin, est-ce que tu as été harcelée? Elle m'a répondu, oui, j'ai eu des menaces de mort. Et c'est quand même très intéressant, parce que Sophie Gauguin a eu des menaces de mort, donc c'est ce que vous venez de me dire. Moi, n'en parlons pas, bien sûr. Et en fait, on s'est habitué. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, je sais pas Sophie, mais en tout cas moi c'est tiens encore. Il y a aussi peut-être notre négligence aussi. Les gens un peu pas publics parce que c'est un bien grand mot, mais les gens qui ont une petite visibilité, notre propre négligence. Je suis sûr que Cécile c'est pareil d'ailleurs. Ou Philippe Bilger, notre négligence finalement à nous laisser harceler en se disant bon c'est pas la peine, de toute façon ça mènera nulle part. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une force d'inertie là qu'il faut combattre aussi? Oui, je pense que c'est très important. Alors, est-ce que c'est de la négligence? Je pense pas. C'est que, alors déjà, si on devait condamner tout ce qu'on reçoit quotidiennement, je pense que c'est assez d'une journée pour cela. Et puis, c'est triste. Et puis, il y a aussi cette opinion publique qui pense que à partir du moment où on est un personnage public, ça va avec. Non. Oui, c'est ça. Oui, c'est intéressant. Ça va pas avec c'est pas le package en fait. C'est pas ça. Et donc, ça demande aussi aux personnes publiques d'avoir ce courage d'aller jusqu'au bout, parce qu'on se fait ensuite attaquer pour avoir dénoncé cette haine dont on est victime. Et ça, Magali Berda l'a vécu aussi. C'est-à-dire que non seulement elle se prenait la haine, mais elle se prenait ensuite la haine de la dénonciation de la haine. Et ça demande du courage de tenir, d'aller jusqu'au bout dans un processus judiciaire qui est très long. Malheureusement, on connaît notre justice.
Mais in fine, aujourd'hui, on a un jour de célébration pour se dire, en fait, oui, elle a eu raison d'aller jusqu'au bout. Elle ne doit absolument pas être la seule à le faire. En quoi ça va créer finalement un précédent? Parce qu'il y a effectivement, Mila avait eu la possibilité de faire condamner 11 personnes. Là, c'est 28 personnes. Alors, sur le nombre, c'est assez léger, mais en quoi ça va créer date? Alors, la première chose, c'est que, en effet, il y a ces personnalités publiques avec des procès qui sont vus, qui sont diffusés, et donc qui permettent de faire passer ce message. Mais bien sûr, il y a aussi énormément d'anonymes qui, aujourd'hui, font des signalements et qui sont protégés également. Et ça, il faut le savoir. Ce n'est pas réservé qu'aux grands comptes et aux personnes publiques. Et puis surtout, moi, je pense que c'est le message qui est le plus important, c'est de faire savoir que vous pouvez tous vous retrouver devant le juge. De la même manière que lorsqu'on commet un vol, tout le monde ne va pas se retrouver devant le juge. En effet, il y a des personnes qui volent impunément et il y en a d'autres qui se font attraper. Eh bien, c'est pareil, en fait, en même temps, quand on a une perte. Comment on fait? Oui, chacun doit savoir qu'il a une épée de Damoclès. Et qu'il y a une limite. Exactement. Et que dès le lendemain, il peut se retrouver, parce qu'il y a aussi possibilité de passer sous comparution immédiate maintenant qui a été prévue. Dès le lendemain, il peut se retrouver à devoir répondre de ses actes. Comment, juste une dernière question, très concrètement, du coup, pour les fainéants dans mon genre, les fainéantes, pardon, comment est-ce qu'on fait en réalité? On porte plainte en ligne, on s'adresse à quoi? On s'adresse à un gendarme numérique, on s'adresse à qui, en fait? Alors, on porte plainte. La plainte en ligne arrive enfin, donc ça va aussi simplifier les choses. Et surtout, si quelqu'un vous dit qu'il vous faut un constat d'huissier ou quoi que ce soit, ce n'est absolument pas vrai. Donc, il suffit d'avoir une simple capture écran. Vous pouvez aussi le signaler à Pharos. Donc, P-H-A-R-O-S. C'est ça, oui. Et Pharos, en plus, permet non seulement d'engager déjà l'enquête, mais en plus de conserver toutes les preuves pour l'avenir. Donc vraiment, ça se fait en ligne et c'est la première étape pour protéger vos droits. Merci beaucoup Laetitia Avia d'avoir été avec nous, ancienne députée et rapporteure de cette loi Avia contre le contenu haineux sur Internet, adoptée c'était en 2020 et vous voyez la mise en place est intéressante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis l'occasion du retour de Félix Mathieu. On parle de cette triste nouvelle, Félix Mathieu, qui nous touche ici à Sud Radio. On l'a appris il y a quelques minutes, la disparition de Sylvien Augier. Qu'est-ce qui vous fait courir? C'est ce qu'il demandait à ses invités il y a quelques années sur Sud Radio. Avant ça, les téléspectateurs de France Télévisions le connaissaient notamment pour Faut pas rêver ou la carte au trésor, le jeu d'aventure où on le voyait suivre la progression des candidats dans son hélicoptère. Bon, mais il va falloir te refaire là. Tu as pris un peu de retard par rapport à Septime. Ouais, mais ça va aller. Est-ce qu'il a la même info? Ça. Je sais pas. Bon, bah écoute, je te laisse voler paisiblement, récupérer ton souffle. Ouais. Parce que tu vas avoir besoin de tes jambes à l'arrivée. Certainement. C'est moi qui te le dis. Je reviens de loin, selon le titre d'un livre de Sylvain Augier. Cet amateur de sensations fortes avait frôlé la mort en 88 lors d'un accident de parapente. Il en gardait des séquelles. Il avait aussi brisé le tabou de la santé mentale en évoquant publiquement le diagnostic de sa bipolarité dans les années 90, comme ici sur C8. Je me suis dit que j'allais pas en sortir et d'où ce TGV en face duquel je me suis mis en me disant mieux vaut en finir tout de suite, quoi. Mieux vaut se débarrasser de cette souffrance qui est trop difficile à soutenir. Mais j'ai des enfants adorables et pour eux, je ne l'ai pas fait. Mais sur Sud Radio, dans Qu'est-ce qui vous fait courir? C'est lui qui poussait l'interlocuteur à la confidence, comme ici un prêtre, le père Michel-Marie Zanotti-Sorkin. Alors on peut croire en Dieu? Ah, mais il le faut. C'est absolument nécessaire. Vous êtes très convaincant. Merci d'être venu à ce micro. Merci à vous, monsieur Augier. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir à toutes et à tous et bonne journée. Sylvain Augier, qui, on l'apprend donc aujourd'hui, c'était un samedi à 68 ans à son domicile de Sommières dans le Gard. Merci Félix Mathieu et on pense bien sûr à sa famille et à ses amis. Merci Philippe Bilger.